Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau difficile, la vérité psychologique la plus brutale pour tout investisseur. Pas de graphique aujourd'hui, pas d'analyse technique, rien de tout ça. On plonge dans un véritable décryptage de développement personnel, spécialement pensé pour ceux qui, malgré une excellente expertise technique, font du surplace. Le ton va être direct, volontairement grave et confrontant. Parce que pour briser ces plafonds de verre, il faut provoquer un véritable électrochoc intérieur. Le vrai blocage, on va le voir, ne se trouve absolument pas sur nos écrans. On l'a tous pensé, n'est-ce pas? Face à une perte soudaine ou un échec cuisant, le premier instinct, c'est de chercher un coupable à l'extérieur. Le marché m'a piégé. C'est humain. Il faut savoir que le cerveau traite la perte financière exactement avec les mêmes circuits neuronaux que la douleur physique. Trouver un coupable, c'est littéralement un anesthésiant naturel. En pointant du doigt l'environnement, on efface instantanément notre propre responsabilité. Et bien sûr, la liste des excuses s'allonge. Continuer d'empiler ces justifications, c'est en fait un mécanisme de défense biologique fascinant de l'ego. Se dire que l'environnement est tout simplement insurmontable permet de justifier la stagnation. C'est une résistance neurologique pure et simple à la prise de responsabilité. Une manière de se convaincre que l'échec était inévitable. Mais attention, le coût caché de cette posture est désastreux. Elle fige toute progression car elle place notre pouvoir d'action complètement hors de notre portée. Puis vient l'excuse ultime. Celle qui vient souvent conclure ce cycle de frustration, et on l'entend particulièrement chez les traders expérimentés qui connaissent parfaitement la théorie, mais n'arrivent pas à être rentables. Ils maîtrisent la technique, alors logiquement, la seule explication possible, c'est une manipulation de l'ombre. Pas vrai? C'est le symptôme d'une impasse psychologique majeure, le moment exact où l'intellect se fracture sous la pression émotionnelle. Et voici le point de bascule. C'est l'inversion totale de notre perspective, le miroir qu'il faut oser regarder en face pour créer ce fameux choc intérieur. La vérité, c'est qu'on ne perd jamais contre le marché. On perd contre une ancienne version de nous-mêmes. Le marché n'est qu'une surface neutre, un simple reflet, qui met en lumière nos blessures psychologiques non guéries. On ne lutte pas contre des institutions invisibles. On livre bataille contre une vieille identité qu'on refuse de laisser mourir. Et cette ancienne version est armée jusqu'aux dents. Ces armes, ce sont des biais émotionnels qui dorment en nous. Des véritables raccourcis neuronaux créés par la peur ou l'ego. L'impatience, la peur viscérale de rater une opportunité, le besoin frénétique de récupérer une perte ou l'incapacité totale à accepter d'avoir tort. Tout cela est ancré profondément. C'est bien attendre simplement que l'environnement financier mette un peu de pression pour se réveiller et prendre le volant. Parce qu'il est crucial de comprendre une chose. Le marché n'a aucune intention malveillante. Il n'essaye pas activement de détruire un capital. Son seul et unique rôle, c'est de fournir les conditions exactes qui vont réveiller cette ancienne identité. Il tend simplement les outils. Et c'est cette ancienne version de l'opérateur qui se charge, de manière presque chirurgicale et implacable, de saboter son propre compte. Décortiquons la mécanique de ce piège. Dès que cette identité émotionnelle prend les commandes, une boucle d'impulsion s'enclenche, dictée par la biologie du stress. C'est toujours la même chorégraphie. On commence par forcer des opportunités inexistantes, ensuite on clique de manière impulsive par simple avidité de dopamine, on repousse nos limites de risque par pur espoir aveugle, et finalement on jette notre plan de trading par la fenêtre. C'est une véritable descente aux enfers mécanique. Mais qui est vraiment cette ancienne identité ? C'est une version profondément immature. Sur le plan purement biologique, c'est l'amygdale cérébrale qui prend le contrôle et court-circuite toute logique. C'est une partie primitive du cerveau qui exige des résultats tout de suite, qui déteste attendre. Elle a un besoin constant d'être validée par le marché pour flatter son ego, et surtout, elle perçoit chaque perte non pas comme une simple statistique, mais comme une menace vitale, une humiliation insupportable. Du coup, cette identité opère selon des schémas neurologiques totalement prévisibles. Une vraie relation de cause à effet, façon réflexe pavlovien. Le marché fait un mouvement très rapide, bam, le FOMO s'active instantanément. Il distribue une perte, le circuit de la revanche s'allume direct. Il offre un gain soudain, bonjour l'euphorie, adieu la prudence. L'opérateur devient prisonnier de son propre conditionnement cérébral. Face à ce constat implacable, on arrive à un carrefour définitif. Il n'y a que deux chemins possibles. Le premier choix, c'est de continuer à pointer les écrans du doigt, à accuser l'extérieur et à entretenir ce cycle douloureux. Le second choix, infiniment plus difficile, c'est d'accepter d'entamer une transformation radicale. C'est faire appel à la neuroplasticité pour forcer le cerveau à recabler complètement ses réponses face à la perte et à l'incertitude. C'est ici qu'on voit tout le contraste entre l'immaturité et la maturité. D'un côté, la psychologie infantile de l'opérateur immature rêve que l'environnement s'adapte à lui, qu'il devienne docile. De l'autre, le professionnel mature sait très bien que ça n'arrivera jamais. Il utilise donc cette difficulté non pas comme une excuse, mais comme l'outil parfait pour forger sa propre solidité intérieure. Il comprend que la vraie robustesse se construit dans l'adversité, jamais dans la facilité.
Le point de rupture dans cette maturation psychologique se trouve dans la gestion de l'incertitude. L'ancienne version cherche constamment un confort qui n'existe tout simplement pas, la garantie absolue que la prochaine transaction sera gagnante. La nouvelle identité, elle, réalise un saut fondamental. Elle entraîne activement son cerveau à cesser de traiter l'incertitude financière comme un danger de mort. Elle embrasse totalement le risque car elle sait qu'il est l'essence même de l'activité. Et ça nous amène à l'ultime opposition, le détachement de l'ego. Tant que l'objectif secret, c'est d'avoir raison pour flatter son amour-propre, le désastre est garanti. Le professionnel mature se moque royalement d'avoir raison. Son unique obsession, c'est l'exécution froide, clinique et protégée de son propre processus de décision. Se libérer de ce besoin viscéral de validation, c'est la condition sine qua non pour réussir et survivre sur le long terme. Alors, si cette ancienne version est si toxique, pourquoi c'est si dur de s'en défaire? La réponse est dans notre biologie. Le cerveau est économe. Il préfère le connu, même si c'est autodestructeur, plutôt que l'inconnu. Maintenir cette ancienne identité, c'est un choix de confort énergétique. C'est un vêtement usé, mais tellement réconfortant. On en connaît toutes les excuses et les justifications par cœur. Accepter de souffrir pour briser ces cycles, c'est là le véritable défi. Et pour garder son emprise, l'ego murmure le mensonge parfait, l'illusion ultime. Cette fois, c'est différent. Pensez que, sans aucun effort ni changement interne profond, un résultat magique va apparaître. C'est le mécanisme redoutable pour prolonger indéfiniment les comportements destructeurs. Une promesse complètement vide qui nous donne l'autorisation de ne rien changer à nos anciens automatismes mentaux. Voilà pourquoi une introspection brutale est indispensable. Chaque matin, avant même de regarder un seul graphique, un petit exercice s'impose pour repérer ses propres déclencheurs. La question fondamentale est celle-ci. Quelle version de nous-mêmes vient s'asseoir devant les écrans aujourd'hui? Quel état d'esprit dirige la main posée sur la souris? C'est un diagnostic clinique qui exige une honnêteté sans la moindre faille. Parce qu'à chaque prise de décision, une guerre silencieuse a lieu dans notre tête. Un combat acharné entre deux forces. D'un côté, le cortex préfrontal, agissant comme un stratège froid, analytique et calculé. De l'autre, l'amygdale, l'enfant gâté, pressé, avide de dopamine. Identifier en temps réel laquelle de ces deux forces neurologiques tire les ficelles, c'est l'essence même de la maîtrise de soi. C'est la question ultime pour faire son diagnostic. C'est là qu'on vient sonder notre relation profonde avec l'erreur. Si la version aux commandes ressent la perspective d'avoir faux comme une attaque personnelle insoutenable, alors attention, les vieux réflexes sont déjà armés. Accepter le risque, ça veut dire accepter sereinement l'invalidité de notre analyse sans que l'ego n'en prenne un coup. Mais attention, la conscience passive ne suffit pas. Savoir qu'on est en plein biais émotionnel n'arrête pas l'hémorragie. La vraie transformation demande un renoncement conscient, actif et particulièrement difficile. L'ancienne identité ne s'évapore pas juste parce qu'on l'ignore. Elle meurt uniquement lorsqu'on refuse catégoriquement d'exécuter ses ordres. Ce refus répété, jour après jour, va affaiblir physiquement ses anciennes connexions neuronales. Et il y a une vérité implacable à accepter à la fin de tout ce processus. Une fois ce lourd travail psychologique accompli, le marché ne va pas devenir soudainement facile et clément. Pas du tout. Il restera exactement le même, chaotique, imprévisible, brutal. Les fluctuations continueront de tester la moindre de nos limites humaines, avec une difficulté extérieure totalement inchangée. Mais, et c'est là toute la différence, l'opérateur, lui, deviendra beaucoup plus difficile à manipuler. L'environnement ne change pas, mais l'individu devient émotionnellement blindé. En laissant mourir cette ancienne identité, on arrache au marché les boutons sur lesquels il appuyait pour nous faire dérailler. La vraie maîtrise n'est pas de dompter les marchés, c'est de devenir totalement imperméable à leurs provocations. La question qui reste, avant la prochaine ouverture, est simple. Quelle version prendra définitivement les commandes demain ?